Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième session du programme Fournisseurs durables. Cette session aura pour thème la décarbonation des entreprises et on va pouvoir donc tout de suite débuter. Émile Zedine, en charge des PME au sein du Pacte mondial Réseau France. Donc voilà, pour cette session, je serai encore une fois aux manettes. Quelques conseils avant de débuter, comme la fois dernière. Vous pouvez à tout moment poser vos questions, soit via le chat, soit via l'onglet QR permis par Zoom. Soit vous pouvez également lever la main si vous le souhaitez, et je pourrai vous donner la parole. Et voilà, soyez attentifs si un autre participant s'exprime, évidemment. Et veillez à couper votre micro si ce n'est pas déjà le cas. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième session du programme Fournisseurs durables sur la décarbonation, donc, comme je le disais, et nous verrons en fin de session quelle sera la prochaine étape. Aujourd'hui, le programme est assez dense. Nous aurons tout d'abord une partie théorique sur le changement climatique pour vous expliquer justement pourquoi le climat se dérègle. Une partie sur les étapes clés pour agir en entreprise et comment décarboner son organisation. Une partie sur les ressources à votre disposition qui peuvent vous aider justement pour atteindre cet objectif. Une petite étude de cas et évidemment une session de questions-réponses en fin de webinaire. Les objectifs de la session sont triples. Premièrement, mieux comprendre les fondamentaux du changement climatique sur le plan théorique, vous expliquer les étapes clés d'une stratégie climat et vous présenter quelques ressources particulièrement pertinentes et intéressantes qui pourraient vous aider, notamment sur le volet financement, qui est parfois bloquant ou freinant, notamment pour des entreprises de petite et moyenne taille. Donc, commençons tout de suite avec la première partie sur le défi climatique. Et donc, l'objectif de cette sous-partie est de vous expliquer justement les grands enjeux théoriques du sujet. Première slide particulièrement intéressante pour vous expliquer tout d'abord pourquoi le climat se réchauffe pour cela, vous expliquer le phénomène d'effet de serre. Donc, c'est un phénomène qui peut être complexe. Là, on l'a simplifié en trois étapes pour vous le présenter. La première étape que vous connaissez certainement, c'est le Soleil qui va continuellement nous envoyer un rayonnement vers la Terre, vers notre planète. Deuxième étape, il y a une partie de ce rayonnement qui est directement absorbée par la Terre, ce qui a pour conséquence de la réchauffer directement. Et le reste de rayonnement qui est réfléchi par la Terre, c'est le phénomène que vous connaissez peut-être sous le nom de phénomène d'albédo, qui est présenté ici avec la flèche rouge sur le schéma du haut. Et enfin, troisième étape, il y a une partie de ce rayonnement réfléchi par la Terre qui est absorbée par certains gaz qui se trouvent dans l'atmosphère, puis réémis vers la surface de la Terre, et ce qui a pour conséquence de réchauffer la planète davantage. Donc c'est vraiment ça l'effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel, qui est même essentiel à la vie. En fait, sans effet de serre, la Terre serait environ à moins 18 degrés. Il n'y aurait pas d'eau liquide, ça serait embêtant, et ça ne pourrait donc pas convenir à de la vie sur Terre. Et grâce à l'effet de serre, naturellement, la Terre est environ à 15 degrés au-dessus de zéro, et donc ça permet justement à la vie d'exister. Là, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel, je viens de le dire. C'est un phénomène qui est accéléré, accentué par l'homme, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une vraie corrélation entre euh, l'accentuation de la température moyenne sur Terre et les gaz à effet de serre, comme je viens de le dire. Et ce qu'on constate, en fait, très nettement depuis plusieurs années, même depuis la révolution industrielle, c'est que les activités humaines rejettent massivement des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, vous en connaissez certains pour sûr. On a le dioxyde de carbone, on a le méthane, on en a d'autres. Petite liste qui s'affiche juste à droite. Le dioxyde de carbone, c'est peut-être le plus connu d'ailleurs. C'est associé à la combustion d'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, etc. C'est également associé à la déforestation et au retournement des sols. On a le méthane également comme gaz à effet de serre, qui est notamment lié aux activités agricoles. On a d'autres gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir, si ça peut vous aider, c'est que environ 2 tiers des gaz à effet de serre liés aux activités humaines concernent le dioxyde de carbone. C'est ce que vous voyez sur le schéma en bleu clair. Ce qu'il faut retenir également, si vous le souhaitez, c'est le montant des rejets de gaz à effet de serre liés aux activités humaines, un chiffre qui s'affiche à l'écran. En 2019, les activités anthropiques liées aux activités humaines ont rejeté environ 59 milliards de tonnes équivalent CO2. Une tonne équivalent CO2, ça ne vous parle peut-être pas. On verra quelques ordres de grandeur un peu plus tard, mais c'est une unité de mesure très utile qui permet en fait de comparer le pouvoir de réchauffement des différents gaz à effet de serre, et donc de pouvoir les comparer entre eux. Et pour simplifier, une tonne d'équivalent CO2, c'est le pouvoir de réchauffement sur le climat d'une tonne de CO2. Voilà. La tonne équivalent CO2, c'est une unité de mesure clé
que nous verrons également dans le cadre du bilan carbone des entreprises. Ces deux graphiques sont aussi très parlants, des graphiques issus du GIEC. Vous avez à gauche la variation de la température moyenne depuis environ 2000 ans. Et donc on constate assez clairement une variation, certes, mais une variation assez modérée. Et depuis environ 150 ans, un peu plus, depuis le début de la révolution industrielle en tout cas, une très forte accentuation et une augmentation nette des températures moyennes sur Terre, en lien avec les activités humaines. Graphique de droite aussi très intéressant. Vous avez en vert la variation de la température moyenne qui aurait été observée en lien avec des facteurs naturels uniquement, cycle solaire, cycle volcanique, etc. Et vous avez la variation des températures qu'on constate en orange, marron, observée avec les facteurs humains et naturels. On constate également, et là de façon très claire, que les activités humaines ont un impact sur le changement climatique. Un chiffre à retenir, si vous le souhaitez, la décennie 2014-2023 a été environ 1,2 degrés plus chaude que la période 1850-1900. 1,2 degrés, ça peut paraître assez peu, mais il y a une métaphore qu'on aime bien utiliser, c'est un peu comme la fièvre. Si vous avez 1, 2 degrés supplémentaires, vous êtes un peu mal et alité. 2 degrés, 3 degrés supplémentaires, vous pouvez peut-être être amené à l'hôpital et peut-être que votre pronostic vital sera engagé. Donc c'est un peu pareil pour la Terre. En fait, il y a vraiment des seuils critiques qui peuvent être atteints même avec des augmentations de température assez faibles et qui peuvent paraître assez modérées. Petite question que je vous pose, n'hésitez pas à y répondre dans le chat. Selon vous, enfin vous le savez peut-être d'ailleurs, en 2015, il y a eu un sommet international à Paris qui a mené au fameux accord de Paris et qui avait pour objectif justement, et qui a pour objectif d'engager les États sur une limitation de la hausse de la température moyenne sur Terre à horizon 2100. Est-ce que vous savez si justement les États se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 1 degré 5 et de préférence 1,3 d'ici 2100, à 2 degrés et de préférence 1,5 d'ici 2100 ou à 3 degrés, de préférence 2 degrés d'ici 2100? Est-ce que vous pensez que c'est la réponse 1, 2 ou 3? Alors, pas mal de réponses numéro 2. Ok, on est entre soit réponse 1, soit réponse 2, soit réponse 3. Ok, je vois. Intéressant. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Donc, c'est l'accord de Paris qui engage les États à limiter la hausse de la température moyenne sur Terre à 2 degrés et de préférence 1,5 d'ici 2100. Il y a ce graphique qui est très parlant et très intéressant. Je vais prendre quelques temps pour l'expliquer parce il peut être un peu complexe de prime abord. Vous avez en abscisse une frise temporelle donc assez classique de 2010 à 2060. En ordonnée, vous avez les quantités de gaz à effet de serre émises chaque année depuis 2010. Donc c'est la tendance en noir qu'on constate en très plein. Vous avez en pointillé violet la tendance, la trajectoire qui pourrait être observée en prenant en compte les engagements des États. En fait, vous savez, chaque année, les États, enfin, de façon assez régulière, les États s'engagent à réduire leurs émissions. Et justement, cette tendance, cette trajectoire en pointillé violet est la trajectoire qui pourrait être suivie si les États mettent réellement en place leur stratégie et leurs ambitions. Et vous avez en bleu foncé et en turquoise les trajectoires, les tendances qui seraient nécessaires de suivre pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et pour le limiter à 1,5 degré. Donc, ce que veut dire ce graphique? C'est qu'actuellement, même en prenant en compte les ambitions des États, les ambitions des gouvernements, la trajectoire n'est pas compatible avec les accords de Paris, ce qui implique des ambitions réélevées, enfin réévaluées en tout cas, et plus élevées au niveau des États et également au niveau des entreprises qui, vous le verrez, peuvent contribuer très largement à ces sujets. Graphique très intéressant qui a également été élaboré par le GIEC. Pour mieux vous faire comprendre peut-être ces équivalences et ces phénomènes qui peuvent paraître, et je le reconnais, très abstraits, un peu théoriques, on va justement essayer de rendre plus concret, plus palpable les tonnes équivalent CO2 avec des postes d'émission du quotidien, en fait, vous le verrez, pour vous aider peut-être à mieux comprendre et à mieux appréhender ce sujet. Donc, quelques questions que j'ai à vous poser, justement. Est-ce que vous savez, la première réponse est la plus dure à trouver, mais je la pose quand même. Est-ce que vous savez, euh, en tonnes équivalent CO2, ce à quoi correspond un an de consommation moyenne de viande d'un Français moyen? La première réponse est la plus dure à trouver parce qu'il n'y a pas de point d'équivalence, mais vous verrez qu'après, c'est un peu plus simple. Est-ce que quelqu'un dans le chat a une idée? Alors, aucune idée, je vois. Est-ce que vous avez une idée? 300, 10,
Ça dépend en effet de la viande blanche ou de la viande rouge, c'est un bon point. 1000 kilos, 1000 tonnes, 120 tonnes. Vous allez voir que la première, encore une fois, est la plus dure à trouver parce qu'on n'a pas de point d'équivalence. Ensuite, vous aurez un point d'équivalence. C'est environ une tonne, 0,9 900 kilos, on pourrait dire. Donc presque une tonne pour un an de consommation moyenne de viande d'un Français en moyenne. Deuxième petite poste d'émission et question que je vous pose, est-ce que vous savez en moyenne combien de tonnes équivalent CO2 correspond 10 000 km parcourus par une voiture essence? 10 000 km pour ordre de grandeur, c'est environ la distance moyenne parcourue par un Français en un an. Alors je vois 1 tonne 5, 150 tonnes, 7 tonnes. Toujours aucune idée, ouais, c'est difficile hein, de se les représenter. C'est environ 2 tonnes, 2 tonnes 2. 10 000 km parcourus par une voiture essence. Troisième question, est-ce que vous savez à combien de tonnes équivalent CO2 correspond une place pour un aller-retour Paris-Sydney en avion? Une place pour une personne, pas l'avion complet, vraiment un ticket, un billet pour cet aller-retour, pour ce trajet. Ouais, Sydney, c'est loin en effet. 500 kilos, 50 tonnes, 3 tonnes 5 tonnes, 5 tonnes. Bravo Justine. En effet, c'est 5 tonnes. Très bien joué. Et donc voilà, ça donne aussi des ordres de grandeur. Encore une fois, et c'est bien rappelé en dessous, l'objectif n'est pas du tout de vous culpabiliser, mais bien de vous faire prendre conscience que des transformations systémiques s'imposent. Et justement, pour l'illustrer, question finale, est-ce que vous savez, pour respecter les accords de Paris, scénario du 2%, à combien devrait au maximum, ou en tout cas en moyenne, à combien un individu en moyenne devrait émettre de gaz à effet de serre, tout poste d'émissions confondu, loisirs, logement, alimentation, habillement, trajet, etc. Ouais, 2 tonnes. En effet, bravo. Bravo, bravo. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, peut-être que vous le savez, un jeu qui s'appelle, ou en tout cas un atelier de sensibilisation qui s'appelle 2 tonnes, justement. On va continuer donc avec quelques questions avant de passer à la phase pratique au niveau des entreprises. Est-ce que vous savez lequel de ces pays émet le plus d'émissions de CO2 par habitant? Est-ce que c'est la Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis? Alors, on est plutôt sur l'Arabie Saoudite, je trouve. USA, Qatar. Bien, regardez les résultats. Donc, Qatar en premier avec 35 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Ensuite, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Chine. C'est assez intéressant de constater que là, le seuil des 2 tonnes est très largement dépassé. Toujours des questions à vous poser. Donc, parmi ces pays, lequel émet le moins d'émissions de CO2 par habitant? Est-ce que c'est la France, le Pérou, le Pakistan ou l'Égypte? Alors, on est plutôt sur du 3, du 4, plutôt le Pérou, j'ai l'impression. Pérou, Pérou. Alors, regardez, la France, l'Égypte, le Pérou et le Pakistan. Petite précision tout de suite, parce que vous avez peut-être en tête le chiffre de 10 tonnes d'équivalent CO2 pour la France. En fait, ça va dépendre de la méthodologie de calcul. Là, les chiffres que je vous montre, c'est calculé en termes d'inventaire national. En fait, on prend toutes les émissions de gaz à effet de serre émises par un pays, on le divise par le nombre d'habitants. Très simple. Et il y a une autre méthodologie de calcul qui s'appelle l'empreinte carbone. On va également intégrer les importations et les exportations. Donc, les émissions importées vont être additionnées, les émissions exportées vont être soustraites. Et c'est pour ça qu'on passe de 4 tonnes 74 en inventaire national à 10 tonnes en empreinte carbone. Ça veut dire, si on simplifie ou qu'on vulgarise, qu'on exporte, ou en tout cas que la France exporte ses émissions pour près de la moitié au final de son empreinte carbone. C'est assez intéressant de le noter également. Vous avez ici une carte avec justement tous les pays en inventaire national, donc les émissions émises divisées par le nombre d'habitants. Je tiens à souligner, à vous faire remarquer que la frise n'est pas linéaire. Donc, on part de 100 kg d'équivalent CO2 à 20 tonnes de CO2. C'est très intéressant de constater que certains pays émettent beaucoup plus que d'autres et que certains continents, notamment l'Afrique, émettent assez peu, mais seront et sont déjà assez fragiles au niveau des risques climatiques, notamment.
que c'est intéressant également. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, je les prendrai en fin de session. Il y a une vidéo très intéressante du Monde qui a été élaborée et qui explique un peu plus en profondeur et en détail les différentes méthodologies de calcul justement entre inventaire national et empreinte carbone. C'est assez intéressant, je vous invite à la consulter si vous le souhaitez. Ça sera dans le support d'activité que je vous enverrai évidemment. Au niveau global, voici les principaux postes d'émission. Alors, je suis désolé, je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents et comparables. Donc là, ce sont des chiffres de 2010, ça date un petit peu, mais c'est quand même intéressant de comparer les postes d'émission principaux au niveau de l'empreinte carbone, en tout cas des émissions de gaz à effet de serre mondiales et françaises. Au niveau mondial, le plus gros poste d'émission, c'est l'électricité pour un quart, suivi par l'agriculture, l'industrie, les transports, d'autres postes d'émission et les bâtiments. En France, c'est un peu différent. En premier, c'est le transport, ensuite l'industrie, l'agriculture, le résidentiel, le tertiaire, l'électricité. Et ça s'explique justement l'électricité là, qui représente seulement 5% des émissions de gaz à effet de serre du fait de l'électricité décarbonée, en tout cas en grande partie décarbonée française. C'est aussi particulièrement intéressant, je trouve, de le souligner. Alors, sur toujours l'aspect théorique des choses, quelles sont les conséquences du changement climatique? Elles sont multiples. On a des conséquences pour les sociétés humaines et pour l'environnement, sur la disponibilité en eau douce, sur les sécheresses et les incendies, sur les inondations plus fréquentes et plus catastrophiques, sur l'élévation du niveau de la mer également, sur la biodiversité qui peut être mise en danger, sur la santé des populations. Il y a aussi une très bonne vidéo du Monde, je vous la recommande, elle sera dans le support d'activité sur ce sujet. Donc voilà, je la mets également en lien. Il y a, et ça peut vous intéresser, des menaces pour les entreprises, évidemment. On en a de plusieurs types. Il y a une très bonne étude de la Commission européenne qui est en source de cette slide que je vous invite à consulter. On a des menaces pour les infrastructures et les bâtiments, des menaces physiques. Si on a une usine dans une zone inondable, elle peut être à risque. Si on a un hôtel sur une zone qui peut être érodée près de la côte, c'est également à risque de la voir justement soit être complètement détruite justement par une catastrophe naturelle, soit être endommagée à minima. On a également des risques sur l'énergie, avec le coût de l'énergie qui pourrait augmenter. Des risques sur les assurances, avec des secteurs d'activité qui pourraient être plus coûteux à assurer, voire plus du tout assurables. On a des risques sur l'agriculture et la sylviculture, avec des terres et des semences qui pourraient ne plus être cultivables dans certaines régions du monde, tout simplement. On a également des risques sur le tourisme, avec certaines régions du monde qui pourraient être tellement chaudes, justement, qu'elles ne pourraient plus accueillir comme avant des touristes. Il y a d'autres questions plus transversales pour les entreprises, avec des risques sur les chaînes d'approvisionnement, sur les matières premières, etc. Donc, très bonne étude de la Commission européenne que je vous recommande également. Ce sont des risques à anticiper, en tout cas, il est recommandé de les anticiper pour ne pas justement se retrouver bloqué à un moment sur une prime d'assurance beaucoup trop élevée sur un secteur d'activité dans lequel vous êtes actif qui au final n'est pas pérenne sur le long terme. Donc voilà, essayez d'anticiper ces risques, c'est dans tous les cas à votre bénéfice. Donc, juste avant de passer à la partie pratique, je vais prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a beaucoup dans l'onglet QR, donc on va essayer d'y répondre. Ah ok, super, non, c'était juste alors les réponses que vous nous envoyez. Très bien. Vous pouvez envoyer les réponses aux questions, là, dans ce cas-là, c'était dans le chat. J'avais bien accès à vos réponses, pas de souci. Je vois qu'il y a une main levée. Donc, est-ce que vous souhaitez poser une question? Je vois qu'il y a Laurent, je crois, qui a levé sa main. Je vais tout de suite vous donner la parole. Alors, Laurent, vous avez possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez poser votre question dans le chat, comme vous préférez. Donc, en attendant la question de Laurent, on va poursuivre. Donc, voilà, on a vu les étapes, ou en tout cas les enjeux théoriques, avec une vue d'ensemble justement de ce sujet, à la fois sur le pourquoi le climat se réchauffe et sur les conséquences que cela pourrait avoir à la fois pour les sociétés humaines, pour l'environnement et pour les entreprises également. Je vois qu'il y a une question. Ah, pas de souci, pas de souci. On va désormais voir justement comment les entreprises peuvent agir sur ce sujet et comment elles peuvent contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, en tout cas des émissions de gaz à effet de serre à leur niveau. Pour mettre en place une stratégie climat,
4 étapes clés que je vais vous présenter en détail aujourd'hui et qui peuvent être particulièrement pertinentes pour vous permettre de structurer une approche sur ce sujet. Première étape, c'est la sensibilisation des équipes au changement climatique. Deuxième étape, c'est réaliser son bilan carbone, scope 1, 2 et 3. Donc peut-être que le bilan carbone ne vous parle pas beaucoup. On verra ce que c'est et comment le réaliser. Et identifier des priorités. Étape numéro 3, c'est élaborer un plan d'action pour réduire ses émissions. Étape numéro 4, suivre ses progrès et communiquer dessus. Donc voilà, 4 étapes assez simples, assez synthétiques, pour vous permettre justement de structurer une démarche et une approche sur ce sujet. Donc, première étape, c'est la sensibilisation des équipes au changement climatique. C'est une étape essentielle pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une étape d'ailleurs essentielle sur plus globalement tous les sujets du développement durable. En fait, des équipes sensibilisées et impliquées euh, peuvent être beaucoup plus force de proposition sur les actions, motivées à les réaliser. Et donc, c'est aussi gagnant pour votre entreprise. Et ça peut aussi être un bon moyen de minimiser la résistance au changement des équipes. Vous le savez, parfois, on a un sujet qui est très important, typiquement le cas du changement climatique. On a parfois des équipes qui sont assez réfractaires, justement, à changer leurs pratiques, à réfléchir à comment réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On peut prendre d'autres sujets de développement durable et appliquer également la même réflexion. Mais il est clair que si on les sensibilise, si on leur explique l'importance du sujet également pour l'entreprise et pour sa pérennité dans le temps, ça peut être un très bon moyen, un très bon levier justement pour motiver les, euh, les équipes à agir sur ce sujet. Pour sensibiliser les équipes, plusieurs recommandations que je vous fournis. En fait, il y a pas mal, justement, on le disait un petit peu en introduction, d'outils, de ressources qui existent sur ce sujet. J'en ai sélectionné 3 qui peuvent peut-être vous intéresser. On a l'Académie du Pacte mondial. Ça, c'est un service qu'on propose. C'est un site internet qui regroupe pas mal de petits cours en ligne pour sensibiliser et former les salariés sur les sujets du développement durable, y compris sur le sujet climatique. Ça peut être un bon moyen de sensibiliser, de former ces équipes. On a la fresque du climat. Ça, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître, peut-être à l'avoir fait d'ailleurs dans votre entreprise. C'est un jeu de cartes, ou en tout cas, ça prend le format de carte et ça permet de faire prendre conscience aux équipes le phénomène du réchauffement climatique, son ampleur et également ses conséquences dans le temps, à la fois sociétales, environnementales et économiques. Et ça prend la forme d'un jeu de cartes, c'est assez bien fait, assez ludique, ça permet aussi de réfléchir collectivement à ces sujets. Ça dure, je crois, environ 2 heures et demie ou 2 heures de mémoire. Troisième recommandation aussi sur un atelier particulièrement intéressant, c'est 2 tonnes. Ça dure 3 heures environ et ça permet de découvrir les leviers individuels et collectifs de la transition écologique. Le nom est tiré, comme on l'a vu précédemment, euh, justement de la moyenne, enfin du palier, du seuil à ne pas dépasser pour respecter les accords de Paris et atteindre une forme de neutralité carbone. Et donc voilà, c'est aussi assez interactif, c'est plutôt bien fait et ça peut être intéressant pour impliquer ses salariés. 3 recommandations, il y en a évidemment beaucoup d'autres ressources qui existent. On peut avoir des formations tout à fait gratuites d'ailleurs qui sont proposées par certaines agences publiques ou certaines CCI, certaines collectivités. Mais juste retenir que sensibiliser ces équipes, les informer, les former sur ces sujets, c'est une étape fondamentale pour ensuite motiver leur action. En parallèle, ou d'ailleurs un peu avant ou un peu après, c'est une étape qui peut se chevaucher justement avec la sensibilisation, c'est la réalisation d'un bilan carbone. Et là, je vous pose la question d'ailleurs dans le chat. Alors, je suis désolé, je pense que vous ne voyez pas les réponses des autres participants, mais je pourrais vous les commenter pour vous. Est-ce que votre entreprise a déjà réalisé un bilan carbone ou pas? Donc, on a pas mal de oui. On a oui depuis 2021. Oui, 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 oui. Non, non, non. On a plus de oui que de non. Oui, scope 1 et 2 en cours de réalisation. Oui, et mis à jour chaque année. Bah, super. Oui, c'est en cours, scope 3, etc. Oui, depuis 2023 sur les 3 scopes en cours, oui. OK. Principalement de oui, ce qui est une bonne chose. Je vous félicite. Pour ceux qui et celles qui ne savent pas forcément ce qu'est un bilan carbone, je vais tout de suite l'expliquer et vous donner aussi quelques conseils. Alors, un bilan carbone, pour faire très simple, c'est en fait un inventaire des émissions de gaz à effet de serre émises par une organisation. Et ces émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise vont être catégorisées, cataloguées en 3 grandes catégories. On va voir les émissions de catégorie 1, de scope 1. Et en fait, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont directement liées à la fabrication du produit.
On va y retrouver notamment la source de combustion pour la production, des procédés hors énergie pour les activités agricoles. Et en fait, c'est un scope qui va être très élevé, qui va prendre une grosse partie des émissions totales des entreprises de gaz à effet de serre, notamment pour les entreprises industrielles et beaucoup moins pour les entreprises de services. Le scope numéro 2, c'est un scope qui va regrouper les émissions de gaz à effet de serre indirectes associées à la consommation d'électricité et de chaleur nécessaires pour la fabrication du produit. C'est un scope dans lequel on va retrouver les émissions liées à la consommation d'électricité et à la consommation d'énergie autre que l'électricité. Et le scope numéro 3, pour simplifier, c'est justement les postes d'émission restants. Donc, il y en a beaucoup, vous vous en doutez. C'est justement le scope qui va regrouper toutes les autres émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas liées directement à la fabrication du produit, mais qui sont associées à d'autres étapes du cycle de vie du produit, amont ou aval, donc approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie, etc. On va y retrouver par exemple les émissions associées aux achats de produits et de services, donc les émissions de vos fournisseurs en fait. On va y retrouver les émissions associées au transport amont et aval. On va y retrouver les émissions liées au déplacement professionnel de vos équipes, les émissions liées au déplacement de vos clients, les émissions liées à l'utilisation et à la fin de vie des produits vendus, etc. Donc voilà, c'est un scope qui regroupe et qui brasse assez large et qui, dans beaucoup d'entreprises, correspond, enfin, prend la grande majorité, concerne la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre de l'organisation. On a certaines entreprises où le scope 3 représente 95% des émissions totales de l'entreprise. Donc voilà, c'est un scope qui est à surveiller de près, sur lequel il peut être difficile d'identifier les postes d'émission, sur lequel parfois il peut être également difficile d'agir par manque de levier. Pour un exemple très concret, si vous identifiez vos fournisseurs comme source d'émissions importante de votre bilan carbone, vous n'avez pas forcément, peut-être en tant que petite entreprise, la force de négociation, le pouvoir de négociation pour lui faire infléchir ses pratiques ou en tout cas les transformer. Voilà, c'est un sujet, un vaste sujet. Au sein du Pacte mondial, on propose pas mal de recommandations justement sur cette thématique. Donc voilà, on a quelques guides pratiques que je pourrais également vous recommander à ce sujet. Une fois qu'on a réalisé son bilan carbone, ce qu'il est intéressant et nécessaire, voire essentiel de faire, en tout cas ce qu'on recommande très fortement, c'est d'y associer et de définir, de déterminer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais vous donner quelques conseils tout de suite. C'est un sujet qui est aussi assez complexe dans le sens où il va être très dépendant, en tout cas il peut être dépendant du secteur d'activité de votre entreprise, de vos moyens d'action, de vos leviers, encore une fois. Donc voilà, c'est assez propre à chaque entreprise. Je vais vous donner des recommandations générales qui peuvent vous aider à élaborer ces objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Ces recommandations que je vais vous fournir sont alignées sur les recommandations de la Science Based Targets Initiative, SBTI, que vous connaissez peut-être. C'est une initiative internationale qui vise à fournir aux entreprises des recommandations sur la fixation d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alignés sur des attendus scientifiques nécessaires pour contenir l'augmentation des températures moyennes sur Terre en dessous des 1,5 degré, donc des accords de Paris dont on parlait tout à l'heure. C'est une initiative internationale qui a été lancée par 4 organisations, CDP, par le Pacte mondial, par le World Resources Institute et par la WWF. Donc, SBTI, c'est une initiative dans laquelle vous pouvez vous engager et qui va donc en fait valider hein, vos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Petit point, et je tiens tout de suite à le souligner, les recommandations que je vous fournis sont à la fois valables pour les entreprises qui sont engagées dans cette approche et aussi pour celles qui ne souhaitent pas ou n'ont pas les moyens de le faire. Vous allez voir que tous les documents que je vais vous présenter sont publics et gratuits, donc vous pouvez tout à fait vous y référer sans souci. Donc, SBTI, ce que cette initiative propose, c'est en fait de s'engager sur 2 horizons temporels. C'est soit de fixer des objectifs de réduction des gaz à effet de serre à court terme, ce qui veut dire de 5 à 10 ans après la soumission de l'objectif. Ça peut par exemple être un objectif à horizon 2030, ce que beaucoup d'entreprises font. Et deuxième possibilité, c'est de s'engager sur un objectif à court terme, donc par exemple 2030, et à long terme, par exemple 2050, au plus tard. Et en fait, l'idée, vous allez voir, ça va être justement de jouer sur cet horizon temporel pour fixer un indicateur pertinent à travers 2 méthodologies que je vais vous présenter tout de suite. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur SBTI, n'hésitez pas à m'écrire, je pourrais vous en fournir. Là, j'ai simplifié au maximum les recommandations, mais c'est aussi assez complexe. Mais voilà, pour vulgariser le sujet, j'ai préféré faire simple. Donc, ce que propose SBTI, comme je vous le disais, ce sont des méthodologies, des recommandations pour vous aider à fixer
des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Vous avez le tableau à droite qui présente toutes les recommandations, il y en a beaucoup, comme je vous le disais. On va aujourd'hui se concentrer sur les deux grandes méthodologies qu'il existe pour définir des cibles, des objectifs à court terme sur les émissions de scope 1 et 2. Vous voyez qu'il y en a d'autres qu'on pourra commenter si vous le souhaitez lors des questions-réponses. Donc, première méthode, c'est la méthode dite de réduction absolue. C'est encore une fois valable pour les scopes 1 et 2 à court terme. Donc, par exemple, pour un objectif à 2030. L'idée, en fait, c'est de réfléchir aux entreprises au niveau collectif et c'est de partir du postulat que toutes les entreprises vont réduire leurs émissions au même rythme, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur performance initiale. Et c'est se questionner justement sur comment atteindre la neutralité carbone avec ce postulat. Donc, ce que recommande SBTI, c'est si vous souhaitez baser vos objectifs sur cette méthodologie, de prendre une année de référence et ensuite justement de regarder ce que recommande SBTI comme réduction annuelle de vos gaz à effet de serre au minimum. Ce que recommande SBTI dans l'exemple que je vous ai sélectionné, c'est si vous prenez l'année de référence 2020, c'est justement de réduire vos émissions de gaz à effet de serre chaque année au minimum 4,2% pour aboutir à un objectif collectif global de minimum 42% à l'échelle internationale. Donc voilà, ça peut être une recommandation très simple qui peut être intéressante pour vous. Vous pouvez partir du postulat que si vous prenez l'année de référence 2020, justement, réduire vos émissions de 4,2% peut être une ligne directrice alignée sur la science qui peut motiver vos ambitions. Si vous souhaitez avoir une image un peu plus précise et une recommandation plus spécifique à votre bilan carbone, je vous ai mis deux liens particulièrement bien faits et intéressants dans le support d'activité. Vous avez le premier lien, c'est le Corporate Near-Term Tool. C'est en fait un tableau Excel où vous avez uniquement quelques informations à remplir. La date de votre bilan carbone, les émissions de scope 1 et de scope 2, et c'est tout. Et SBTI va calculer pour vous, et l'année cible évidemment, et SBTI va calculer pour vous les objectifs chaque année de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il serait nécessaire de faire pour respecter les accords de Paris à votre échelle. Donc c'est très intéressant, c'est très bien fait, c'est rapide et intuitif, et ça peut vous être très utile. Les liens, encore une fois, que je vous ai mis en annexe sont accessibles, même si vous n'êtes pas ni membre du Pacte mondial, ni engagé dans les SBTI. C'est entièrement gratuit et disponible. Et deuxième lien, c'est pour les Net Zero Tools. Donc là, c'est pour les objectifs à long terme. C'est si vos objectifs dépassent 10 ans, si vous souhaitez vous fixer un objectif climatique à horizon 2040-2050, c'est également un outil qui peut vous permettre de le calculer assez facilement. Voilà, deux ressources gratuites et disponibles que je vous recommande très fortement. La deuxième méthode, c'est la méthode d'intensité sectorielle. C'est toujours une méthode qui est valable pour les scopes 1 et 2 à court terme. Et en fait, l'idée et le postulat de départ de cette méthode, c'est de dire que les entreprises n'ont pas une intensité carbone identique et certaines entreprises vont devoir réduire leurs émissions carbone plus que d'autres. Donc, c'est une perspective et une méthodologie qui est basée sur des scénarios sectoriels de l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA. Et c'est une approche qui va définir des cibles, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre par secteur d'activité. Donc, SBTI propose encore une fois des outils gratuits et accessibles qui peuvent vous permettre, si votre secteur d'activité est représenté, d'avoir des objectifs plus spécifiques liés à votre secteur d'activité et de le calculer aussi très simplement à travers un tableau Excel comme je vous ai présenté précédemment. Pour le moment, il y a pas mal de secteurs qui sont couverts. On a l'habillement et les chaussures, on a le ciment, on a les institutions financières, on a les forêts, les terres et l'agriculture, on a les technologies de l'information et de la consommation et de la communication, excusez-moi. On a les activités maritimes, les activités liées à l'énergie et la production d'acier. Donc voilà, si votre entreprise est active dans l'un de ces secteurs, je vous invite très fortement et très vivement à aller sur le site de SBTI, à télécharger le tableau Excel qui lui est associé et à faire l'exercice justement de remplir votre bilan carbone, de remplir votre année objectif cible et de voir ce que SBTI vous recommande. C'est des recommandations, encore une fois, alignées sur la science et calculées vraiment de façon très intuitive et gratuite en plus, c'est disponible. Donc c'est assez recommandé. Ce qu'il faut savoir, donc, comme je vous l'ai dit, SBTI, c'est une initiative dans laquelle vous pouvez vous engager également si vous le souhaitez. L'engagement au sein de SBTI permet d'avoir ces objectifs climatiques validés par les équipes de Science Based Targets, ce qui est toujours intéressant d'avoir un avis d'expert. Il y a une procédure pour les grandes entreprises, et ce qui est assez peu connu, c'est qu'il y a également une procédure pour les PME qui permet de s'engager au sein de SBTI via une procédure simplifiée et moins coûteuse. C'est toujours intéressant de le noter.
Donc voilà, les PME qui souhaitent s'engager dans les SBTI peuvent fixer une cible de réduction à court terme sur leurs émissions de scope 1 et 2, et s'ils le souhaitent sur le scope 3, en choisissant en fait parmi des montants prédéfinis. Donc même pas besoin de faire l'effort que je vous ai montré à l'instant avec les tableaux Excel. La PME peut directement choisir une cible de réduction proposée par SBTI, prédéfinie. Ça peut être 50% de réduction des émissions absolues de scope 1 et 2 en 2030 si l'année de référence, donc le dernier bilan carbone par exemple, a été élaboré en 2018. 46% de réduction en 2030 si l'année de référence est 2019, ou 42% de réduction en 2030 si l'année de référence est soit 2020, soit 2021, soit 2022. Les PME peuvent également, évidemment, se fixer des cibles et des objectifs de réduction à long terme en prenant en compte le scope 3, ce coup-là, en utilisant également une méthode simplifiée. Ce qu'il faut savoir également, vous pouvez, si vous souhaitez m'écrire à ce sujet, le faire, c'est qu'il y a un coût qui est bien, bien, bien plus modéré pour les PME que pour les grandes entreprises. C'est environ 1 250 $ pour information pour les cibles à court terme et 1 250 $ pour les cibles à long terme. Donc si vous souhaitez faire les deux, c'est 2 500 $. Bah voilà, j'ai indiqué ici, parfait. Vous aurez le détail dans le support de présentation. Et donc c'est quand même bien moins élevé que pour les grandes entreprises. Deux ressources que je vous recommande très vivement. C'est le guide pratique Renforcer l'ambition climat des entreprises qui a été élaboré par mon collègue du Pacte mondial sur ce sujet, qui réexplique SBTI et qui rentre plus dans le détail de chacune des étapes. Je vous le recommande fortement. C'est entièrement en français, ce qui est assez rare sur ce sujet et très bien fait. Ça date de 2023, c'est très récent. Et deuxième ressource, malheureusement, c'est uniquement en anglais, j'en suis désolé. C'est un guide de SBTI sur la fixation des objectifs. Donc en fait, ça réexplique ce que je viens de vous expliquer avec plus de détails également. Donc voilà, pour la fixation des objectifs, qui est une étape essentielle pour guider l'action des entreprises. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire. Je serai ravi de répondre à vos interrogations. Ou à poser la question dans le chat directement, si on a le temps en fin de session. Étape numéro 3 et 4, c'est mettre en place des actions et suivre ses progrès. Donc, pour mettre en place des actions, une fois qu'on a ces objectifs justement de réduction de gaz à effet de serre, c'est d'ailleurs le nerf de la guerre. Quelles actions peuvent réduire les émissions des entreprises? Il y a d'abord les quick wins, les victoires rapides, entre guillemets. Ça permet potentiellement de réduire ces émissions et d'ailleurs de faire des économies d'énergie aussi substantielles avec des actions facilement qu'on peut mettre facilement en place. Ça avait été communiqué par le gouvernement pendant la crise énergétique en 2022, je crois. Voilà. Bon, je pense que vous les connaissez déjà par cœur. C'est limiter le chauffage, c'est réduire l'utilisation d'eau chaude, c'est inciter au télétravail, c'est privilégier le train plutôt que l'avion, c'est inciter au transport en commun, au vélo, au covoiturage, etc. Ça peut être facilement mis en place et encore, ça peut dépendre parfois des secteurs d'activité. Mais voilà, quelques idées en tout cas à avoir en tête. Pour aller plus loin, il y a évidemment un effort, une réflexion nécessaire un peu plus conséquente sur plusieurs sujets, sur les procédés industriels. Si vous êtes une entreprise industrielle, euh, on a en tête quelques industries qui peuvent émettre énormément de gaz à effet de serre, que ce soit le ciment, l'acier. Donc voilà, ça va être une décarbonation qui va se faire au niveau de l'outil industriel, qui va potentiellement et même vraisemblablement nécessiter des investissements conséquents. On parlera des investissements et des financements un peu plus tard, mais c'est là où se fera vraiment le gros poste d'économie des émissions de gaz à effet de serre. Deuxième axe, c'est utiliser de l'énergie renouvelable, voilà, favoriser cette source d'énergie. Et troisième axe, c'est les achats responsables. À savoir que les achats en entreprise, c'est environ 60% du chiffre d'affaires de l'organisation, c'est considérable. Et très souvent, au niveau des entreprises, leurs gros postes d'émission se trouvent dans leurs achats. Donc, identifier les fournisseurs clés, les accompagner sur ce sujet est très souvent nécessaire pour réduire son scope 3, avec énormément de défis, de complexité, et on en a tout à fait conscience. Mais il est clair qu'une entreprise ne pourra pas se décarboner efficacement euh, sans passer, justement, sans dialoguer avec ses fournisseurs et ses parties prenantes sur ce sujet. Alors, je vois qu'il y a une question. Pour une société n'ayant jamais réalisé de bilan carbone, vers quel organisme doit-on se tourner? Quel coût? Y a-t-il des aides? Oui, je vais vous répondre en fin de session avec un dispositif qui est particulièrement adapté justement à ce type d'entreprise. Vous avez des informations sur l'avancée de la neutralité carbone à hauteur de 2030 et non 2050. Alors, neutralité carbone, c'est 2050, l'objectif en tout cas. Est-ce que vous pourriez peut-être spécifier votre question? Peut-être que je l'ai mal comprise. Il y a un outil aussi qui est intéressant, c'est l'éco-conception.
Voilà, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu dans les médias, peut-être, par exemple. En fait, ça se caractérise par une vision holistique du cycle de vie du produit. On ne va pas raisonner par silo, mais on va vraiment essayer de raisonner des extractions de matières premières à la fabrication, au transport, à la distribution, à l'utilisation à la fin de vie. Et donc voilà, et essayer d'identifier à chaque niveau du cycle de vie du produit quels sont les impacts environnementaux, et pourquoi pas sociaux d'ailleurs, du produit sur ces sujets, et essayer évidemment de les minimiser. C'est une réflexion très intéressante qui demande comment dire, un temps, un effort, du travail particulier, mais qui, sur le long terme, peut aussi vous permettre de vous différencier, pourquoi pas de réduire vos coûts parfois, et en tout cas de réduire vos impacts négatifs pour sûr. Ce qu'il faut retenir également, c'est que là, on a discuté du changement climatique, mais que ce sujet environnemental est un sujet environnemental parmi d'autres sujets environnementaux interconnectés. Si vous souhaitez pleinement vous engager sur la transition écologique et les sujets environnementaux, euh, il y a le sujet du changement climatique qui est absolument nécessaire à traiter. Il y a également d'autres sujets qui sont importants, que sont la biodiversité, la gestion de l'eau, les ressources naturelles et d'autres. Euh, la gestion du plastique, des déchets, etc., des autres polluants par exemple. Donc voilà, essayer de garder une vision assez holistique des sujets pour avoir une approche globale. Au niveau des ressources désormais, quelques ressources clés que je souhaitais vous présenter. On a la méthode du bilan de gaz à effet de serre, obligations légales et méthodologie. En fait, ce qu'il faut savoir en France, c'est que les entreprises, pour simplifier, parce qu'il y a des seuils différents selon l'outre-mer, enfin, selon si votre entreprise est en outre-mer ou en métropole, pour simplifier, les entreprises de plus de 500 salariés doivent, tous les 4 ans, réaliser un bilan de gaz à effet de serre. C'est une obligation légale. Donc, il y a une méthodologie qui a été élaborée par l'ADEME notamment, et un guide pratique qui a été élaboré et qui est disponible en ligne gratuitement, qui est très bien fait, qui peut vous permettre de mieux comprendre justement comment se structurent ces sujets. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Deuxième recommandation, c'est la base empreinte. C'est un outil mis en place par l'ADEME, l'Agence de l'environnement français, l'Agence française de l'environnement. Et c'est une base de données publique qui permet d'avoir des facteurs d'émission de gaz à effet de serre. En fait, ça va vous permettre, un peu comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, d'avoir les tonnes équivalent CO2 pour certains postes d'émission assez communs, pour les kilomètres parcourus par une voiture, pour un transport par avion, etc. Et ça peut vous permettre justement d'avoir une première image de vos postes d'émission en entreprise. Et troisième recommandation, c'est le guide pour élaborer son plan de transition. C'est aussi une ressource publique et ça peut vous permettre d'identifier les actions pertinentes pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre, de prioriser ces actions et d'estimer l'économie et la réduction de gaz à effet de serre que pourraient entraîner ces actions. Donc, c'est aussi un guide que je vous recommande fortement. Donc, pour répondre à la question justement qui a été posée sur le bilan carbone, ça c'est un dispositif que je vous recommande aussi très vivement, c'est le DIAC Décarbone Action. C'est cofinancé par l'ADEME et c'est opéré par la BPI France. Et en fait, c'est un dispositif qui permet aux entreprises de moins de 500 salariés de, premièrement, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre sur le scope 1, 2 et 3, d'élaborer un premier plan d'action, donc d'identifier les actions pertinentes pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre pour décarboner l'entreprise, et de mettre en place de façon concrète ces premières actions en formant les équipes, en vous proposant des supports de communication, etc. Également de tisser les liens avec les principaux clients et fournisseurs pour justement directement opérationnaliser le plan d'action. C'est un dispositif pour lequel on a eu beaucoup d'échos positifs qui peut revenir moins cher d'ailleurs que d'autres dispositifs qui ne sont pas opérés via l'ADEME et BPI France. Vous avez le coût de revient qui s'affiche également, c'est 4 000 euros hors taxe pour les entreprises de 250 salariés qui répondent bon, à la définition européenne d'une PME, et 6 000 euros hors taxe pour les entreprises de plus de 250 et de moins de 499 salariés. Voilà, vous êtes peut-être d'ailleurs dans l'Assemblée, dans le public, qui nous écoute à avoir déjà mis en place ce type de dispositif. Euh, Deuxième recommandation publique en lien avec l'ADEME que vraiment je vous engage très vivement à aller consulter, c'est une plateforme qui s'appelle la plateforme Transition écologique. Et en fait, pour vous expliquer l'intérêt de cette plateforme, il faut revenir quelques années en arrière où il existait un grand nombre de dispositifs d'aide, d'accompagnement, de subventions, de prêts, de financement public, mais aucun guichet unique. En fait, il fallait à la fois aller à l'ADEME, à la collectivité locale, à la CCI locale, pour voilà, faire ce travail de fourmi, d'identifier les aides.
Et en fait, cette plateforme transition écologique centralise l'ensemble des aides françaises qui existent, c'est environ 300-350, et vous permet de façon très intuitive, avec un numéro SIRET et quelques questions, d'identifier les aides auxquelles votre entreprise pourrait être éligible. Donc c'est très utile, notamment pour les PME, les TPE qui n'ont pas forcément beaucoup de temps pour rechercher ce type de dispositif, et je vous recommande vivement de le faire. Quelques exemples d'ailleurs d'aides qui sont affichés à gauche. Il y a des crédits d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux, prime à la conversion sur l'achat de véhicules électriques, des subventions de l'ADEME de plusieurs centaines de milliers d'euros pour le financement d'études et d'investissements pour la transition écologique, des prêts verts de l'ADEME jusqu'à 1 million d'euros pour financer des investissements pour la transition écologique. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'aides qui existent et malheureusement, il y a un très fort non-recours de la part des PME parce qu'elles ne connaissent pas forcément ces aides, tout simplement. Juste avant de passer aux questions, une petite étude de cas pour vous montrer ce à quoi peut ressembler une démarche en entreprise de façon concrète. Voilà, c'est l'entreprise Mécanique Précision. C'est une PME de 200 salariés qui est spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques pour plusieurs industries. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 30 ans et qui s'est traditionnellement concentrée sur la qualité de ses produits plutôt que sur ses impacts environnementaux. Néanmoins, de plus en plus de ses donneurs d'ordre l'incitent à structurer une démarche RSE. Donc, en plus de sensibiliser ses équipes sur le sujet du réchauffement climatique, l'entreprise a fait appel à un cabinet de conseil pour l'aider à réaliser son bilan de carbone scope 1, 2 et 3 et pour l'aider à fixer des objectifs. Le bilan carbone de Mécanique Précision est estimé à 5000 tonnes d'équivalent CO2, avec des postes d'émissions conséquents sur les sujets des procédés industriels et des déplacements de ses commerciaux. Donc, en lien avec le cabinet de conseil, Mécanique Précision prévoit d'investir des montants importants pour améliorer ses procédés industriels et rénover sa flotte et remplacer sa flotte. Il y aura une partie de ces investissements qui seront financés par des aides publiques. Voilà, assez simple dans la trame, mais pour vous montrer un peu tout ce qu'on a vu de façon illustrée. Donc, juste avant de passer aux questions-réponses, vous indiquez que la prochaine session aura lieu le 21 novembre sur les droits de l'homme. C'est une session qui, vous le verrez, sera très pragmatique, très opérationnelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être en entendant droits de l'homme. Mais on verra vraiment très concrètement comment une entreprise peut y contribuer et comment elle peut aussi minimiser les risques de non-respect des droits de l'homme. Et je suis à l'écoute de vos questions. Je vois qu'il y en a pas mal. En parallèle, je vous mets un petit sondage également de satisfaction. Ça nous est très utile, donc vraiment n'hésitez pas à le remplir. Très, ça serait avec plaisir qu'on pourra justement y répondre si vous avez des questions en plus qui s'affichent dessus. Alors, donc quelques questions que je vais reprendre. Donc pour une société n'ayant jamais réalisé de bilan carbone, ok, ça on y a répondu, je pense, en partie du moins, j'espère. Pour BPI France, la liasse fiscale doit être remboursée, doit être bonne, sinon c'est refusé. Ok, intéressant, merci d'avoir votre retour, Aline. Revendeur de matériel informatique, mon scope 3 est très élevé. Dois-je m'inquiéter alors que je n'ai pas beaucoup de leviers pour agir? Malheureusement, c'est une situation qu'on retrouve très très souvent dans des entreprises commerciales de distribution de services. C'est un scope 3 conséquent, comme je le disais, parfois jusqu'à 95%, voire plus, des émissions totales de l'entreprise. Alors, s'en inquiéter, encore une fois, c'est peut-être subjectif, mais il est clair que, de par mon expérience, c'est un schéma qu'on retrouve très souvent. Et les leviers d'action, notamment si vous êtes une PME, sont assez minimes, malheureusement. Mais déjà, l'effort que vous avez fait de faire votre bilan carbone, d'identifier ces émissions et de commencer justement à vous inquiéter du sujet, ça vous met déjà en avance par rapport à d'autres entreprises, à de nombreuses autres entreprises. Donc, bravo. Alors, il semblerait que ces dispositifs évoluent dans le futur. Ah, ça serait intéressant d'avoir plus d'informations, si vous en avez. D'autres questions? Mettre en place des indicateurs pour suivre notre performance RSE et rendre compte auprès de nos parties prenantes. D'accord, j'imagine que c'était une réaction à ce que je disais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu, que ce soit sur la partie théorique ou sur la partie pratique? Euh, quelques retours d'expérience que je peux vous donner, c'est que dans les PME, ce qui pose parfois problème, c'est justement le sujet dont on parlait à l'instant, c'est la réalisation du bilan carbone et l'identification des bons leviers d'action pour agir. Un peu comme on vient de dire, si une PME se retrouve dans une situation où au final, ce sont ses principaux fournisseurs qui sont ses principaux postes d'émission. Et si ces entreprises fournisseurs sont des grandes entreprises, on peut être dans une situation un peu bloquante où la PME n'a pas forcément de levier d'action pour faire changer les pratiques de ses fournisseurs. Il y a plusieurs recommandations qu'on a proposées au sein du Pacte mondial Réseau France. Je pourrais d'ailleurs vous envoyer, si vous le souhaitez, un lien sur un rapport qu'on a écrit sur les relations entre grandes entreprises et fournisseurs.
pour justement avoir une logique alignée et des ambitions communes. Et typiquement, on explique que ce qui peut être très intéressant, c'est par exemple les démarches sectorielles. C'est se coordonner entre secteurs d'une même industrie, entre entreprises d'une même industrie via des fédérations sectorielles pour essayer d'avoir justement des objectifs communs, avoir des voies de dialogue aussi, des canaux de dialogue existants, etc. Donc voilà, quelques recommandations qu'on pourrait vous fournir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à m'écrire sur ce sujet. Alors, je m'interroge un peu sur le scope 3 et sur le calcul de l'émission de CO2 pour la fin de vie du matériel. Par exemple, un engin de chantier, un camion ou une voiture. Alors, malheureusement, je n'aurai pas forcément la réponse à votre question, comme il faudrait qu'on en discute plus en détail. Je vous renvoie vers la méthode du bilan de gaz à effet de serre public que je viens de vous présenter, où vraiment tout est spécifié assez en détail. Sinon, il y a aussi une autre méthode, c'est le GHG protocole, GHG protocole, qui diffère légèrement de la méthode française, mais qui est parfois utilisée et même beaucoup utilisée à l'échelle internationale, où vous pourrez aussi, je pense, trouver des solutions et bien voir de façon très précise et détaillée ce qu'il est attendu dans chacun des émissions, dans chaque poste d'émission de chacun des scopes. Ça peut être aussi intéressant. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour information, le bilan carbone peut être réalisé par un cabinet extérieur dont le coût peut être pris en charge par le commun. Merci de votre retour. En effet, oui, le bilan carbone est assez souvent réalisé par un cabinet extérieur. Petite recommandation, si vous n'avez jamais réalisé de bilan carbone, plutôt ne pas le faire tout seul la première année, c'est un sujet un peu complexe. Essayez de passer, notamment si vous êtes une PME, par le DIAC décarbonation pour peut-être, pourquoi pas ensuite, les années à venir, si vous n'avez pas les moyens et que c'est vraiment compliqué pour vous de débloquer des fonds et des financements sur ce sujet, le mettre à jour, ou en tout cas essayer de le mettre à jour de votre côté, ça peut être une solution. Voilà. Donc, le DIAC décarbonation pour débuter, c'est vraiment un super dispositif et ensuite à voir comment vous pouvez aussi pérenniser le dispositif dans le temps. Bien, écoutez, je pense qu'on a pu répondre à toutes les questions. J'ai rebalayé rapidement l'ensemble des questions. Alors, le guide sur les relations donneur-d'ordre-fournisseur est disponible sur notre site internet, donc pactemondial.org, et le guide s'appelle de mémoire la RSE sous le prisme des relations donneur-d'ordre-fournisseur, je crois. Je crois. Je vais vous mettre mon adresse mail, qu'elle s'affiche après, je crois. Alors, vous n'avez pas mon adresse mail qui s'affiche, mais dans le mail récapitulatif que je vous enverrai avec le support de présentation et le replay de cette session, justement, je pourrais vous inclure ce guide si vous le souhaitez, vu que je vois que ça intéresse pas mal de personnes. Nous fabriquons des produits électroniques. La plupart des composants viennent d'Asie. Quel levier possible? C'est encore une fois un sujet complexe parce que lorsqu'on a peu de levier sur les fournisseurs en Asie, c'est compliqué. Moi, les bonnes pratiques que j'ai, les retours que j'ai eu de grosses entreprises, notamment, qui ont aussi les mêmes difficultés d'ailleurs que vous parfois, avec des fournisseurs basés à l'étranger, c'est de se coordonner au niveau du secteur ou de la branche d'activité. Il y a des très bonnes pratiques que j'ai entendues dans le secteur de l'aéronautique, où justement les entreprises, les grandes entreprises du secteur se sont mises d'accord pour aller faire des audits en commun dans des entreprises en Asie, notamment en Chine. Et on m'expliquait, et c'était très intéressant de noter que à un moment où, enfin, avant, au moment où les entreprises y allaient seules, les fournisseurs chinois ne souhaitaient même pas leur ouvrir la porte. Lorsqu'elles arrivaient à plusieurs et lorsque c'était vraiment les leaders du secteur qui arrivaient à plusieurs, les fournisseurs ouvraient la porte et les entreprises étaient même capables d'aller jusqu'au rang 5 de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est considérable. En fait, vous savez, vous avez le rang 1 qui est le fournisseur avec qui vous contractez, en fait, tout simplement. Le rang 2 qui est le fournisseur de votre fournisseur. Le rang 3, le fournisseur de votre fournisseur de votre fournisseur, etc. Donc voilà, via ces modalités sectorielles, collectives, certaines entreprises arrivent à aller jusqu'au rang 5, ce qui est considérable. Voilà, encore une fois, bonne pratique démarche collective via des fédérations sectorielles ou en tout cas des collectifs sectoriels. Ça peut être très intéressant. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez le faire, enfin, vous pourrez le faire en réponse au mail que je vous enverrai justement avec ce support d'activité et le replay de la session. Et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine session sur les droits humains. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous. Au revoir.